Bonjour, au 5e cours de chimie située. C'est une émotion pour moi d'être là pour vous raconter et arriver à la fin de cette présentation. Parce que la fin de cette présentation va être combien ce travail avec l'école urbaine m'a changé. Est en train de changer ma pratique et peut-être est en train de rendre une idée, cette idée des chimies situées, une réalité, une tentative. Mais avant d'y arriver, on va quand même prendre le temps de revoir et d'approfondir peut-être quelques concepts qui ont traversé mon cours et qui sont quand même fondamentaux. Un des premiers constats sur lesquels on s'est appuyé, c'est l'existence de limites planétaires, ou du moins la proposition de suivre ces 9 frontières pour établir si nous restons encore dans un espace sûr ou si nous sommes en train d'aller vers un risque croissant de déstabilisation. La deuxième partie que je voudrais lier à cette idée des limites planétaires est comment ça s'agence avec l'existence des savoirs situés. Et j'en profite pour rappeler, non pas mon cours, vous vous souvenez peut-être des fois je dis premier cours, 37e minute, mais un autre cours que j'ai suivi avec beaucoup d'attention de cette séance, de cette année, de l'historien Pierre Cornu, Leçon hérétique sur l'histoire du temps présent, l'Anthropocène à la lumière de l'analyse historique. Et je cite Pierre à la 5e minute où il dit « Les chercheurs ne peuvent plus prétendre être à distance parce qu'eux aussi sont des acteurs sociaux embarqués à la fois dans le stress et la tension et dans les inspirations de ce temps anthropocène. Il faut reconnaître, on doit accepter que toute recherche est située, qu'elle est située dans l'espace, qu'elle est située dans les mondes sociaux, située par rapport aux politiques, et bien entendu, là j'imagine c'est l'historien qui parle, dans le temps, mais pas que l'historien. Alors voyons un peu de quoi on va parler pendant ce cours. Vous vous souvenez, j'espère, de ce tableau périodique qui ratterrit sur Terre, où en plus des propriétés physico-chimiques, quantiques, ce que j'appelais un peu l'ontologie de l'élément, que va faire le carbone, parce qu'il est exactement là dans le tableau périodique, comment il va dérouler une fonction dans le monde tel que nous vivons, parce qu'il est exactement à cette place du tableau périodique, mais ça s'élargit, ça reterrit sur Terre parce que ça s'intéresse, ce tableau périodique, à la disponibilité de l'élément, à l'approvisionnement, aux impacts environnementaux globaux et à l'impact sociétal. Est-ce qu'il y a un conflit armé? D'où, par exemple, cette proposition des 4 couleurs pour le carbone qui reflète l'état par rapport à ces 4 éléments que je viens de lister. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler de la toute dernière réunion qu'il y a eu à l'UQAM, c'était jeudi dernier, autour du phosphore. Et ça a été un exemple criant comment même un objet comme cet objet du tableau périodique est un objet situé, qu'il se rende compte ou pas. Voyons alors de quoi il s'agit avec la limite planétaire du phosphore. Je ne pense pas l'avoir défini de façon assez précise. Qu'est-ce que sont ces limites planétaires? Donc, je veux faire un petit récapitulatif. 9 frontières. L'ozone, la présence de nouvelles entités, le changement climatique, la biodiversité, le changement des terres, l'accès à l'eau potable, douce, les flux biogéochimiques, l'acidification des océans et l'aérosol atmosphérique. Pour chacune de ces 9 frontières, les chercheurs, portés par Johan Rockström, Will Steffen et Crutzen, et qui ont publié dans Nature en 2009, ont défini des indicateurs pour permettre d'évaluer la position de cette limite planétaire. La concentration d'ozone, pas encore de définition pour ces nouvelles entités, la concentration de CO2 et le changement énergétique par effet radiatif. Pour la biosphère, l'extinction par millions d'espèces, la biodiversité, combien de terre est couverte de forêts par rapport à la surface potentielle pour suivre un peu ce changement d'affectation du sol. L'eau bleue disponible. Dans le cas des flux biochimiques, c'est l'objet d'aujourd'hui.
On suit et le phosphore et l'azote. Je vous rappelle que les engrais sont un mélange de ces deux éléments surtout et du potassium en troisième. Pour l'azote, c'est la quantité totale d'azote transformé intentionnellement, biologiquement ou par le procédé Haber-Bosch qui a été l'objet du deuxième cours. Et pour le phosphore, les effluents, le contenu en phosphore dans les effluents dans les océans et dans les sols. La concentration de carbonate pour l'acidification et la charge d'aérosol. Voici où nous nous trouvons. Nous avons déjà vu largement le fait que la frontière de l'azote est gravement dépassée. Pour ce qui est de la quantification de l'acidification des océans, nous sommes encore, ce que disent les chercheurs, dans un espace sûr. Nous nous rapprochons de la limite. Pas de quantification pour les aérosols. Nous sommes re-rentrés à l'intérieur de la limite pour l'ozone. Donc, c'est une image qui s'adapte dans le temps, qui évolue dans le temps. Par exemple, au niveau des nouvelles entités, il n'y a pas de variable qui a été définie, si ce n'est dans un travail de 2022, il a été proposé de suivre les déchets plastiques et les microparticules en particulier, et que si c'est le cas, nous avons effectivement dépassé cette limite. Pour le changement climatique, nous sommes à 412 ppm contre les 350 qui sont considérés sûrs et une intensité radiative de 2,3 qui dépasse de loin les 1 watts par mètre carré qui sont considérés sûrs. L'extinction des espèces est très préoccupante. Il n'y a pas encore de définition pour la diversité fonctionnelle, elle arrivera sans doute. Pour le changement des systèmes, nous avons que 62% des terres qui sont couvertes des forêts, tandis que c'était 75% qui est considéré la partie safe. Et pour l'eau bleue, il y a eu récemment une proposition d'ajout, de s'intéresser non seulement à cette eau accessible, mais aussi à l'eau souterraine, donc l'eau verte, et que ça pourrait être une nouvelle limite planétaire qui a été dépassée. Nous voici donc au phosphore, où le fait qu'il y ait une grande quantité de phosphore qui est lessivée dans les sols fait dépasser la limite. Bon. Avant de continuer sur le phosphore, je voudrais quand même souligner que ces frontières sont interdépendantes. Nous l'avons vu avec l'azote. L'azote, par exemple, avec le papier de 2023, démontre que l'intensification de l'agriculture est à l'origine de la disparition des oiseaux en Europe. Donc c'est un papier tout récent qui confirme, même si c'était le DDT, ce qu'on savait déjà depuis le printemps silencieux de Carson. Lessivage dans les eaux. L'ammoniac est le réactif atmosphérique limitant pour la formation des particules fines. Donc là aussi, il y a un effet cumulé. Et enfin, on le connaît peut-être moins, mais comme on connaît le cycle du carbone qui donne du CO2, il y a un cycle de l'azote qui donne plusieurs oxydes, dont le N2O, qui a un taux équivalent de gaz à effet de serre de 298 par rapport au CO2. Donc c'est des effets aval tout à fait importants et nous en avions parlé. Donc en plus de cette intercorrélation, je reviens sur le phosphore et j'étaye le fait que nous sommes dans une zone pas sûre avec ces données sur comme l'azote, nous avions vu une perte qui s'échelonnait entre 76% et 4%, 76% et 90% de azote ajouté qui n'est pas mangé, qui est perdu ou dans l'atmosphère ou dans les terres. Pour le phosphore, nous avons une inefficacité de la mine jusqu'à la fourchette qui est tout aussi préoccupante, de 80%, et qui amène, vous le savez, par exemple à l'eutrophication, qui est le paramètre suivi par ces limites planétaires. Mais la définition des limites planétaires ne s'intéresse pas à la possibilité qu'il y ait des problèmes liés aux pratiques minières
sur le phosphore, ne s'intéresse pas non plus à la possibilité des soucis qui pourraient découler d'aller chercher du phosphore toujours plus loin dans des nouveaux terrains. Nous l'avions vu avec le lithium dans la zone de Clarion-Clipperton pour récupérer ces nodules polymétalliques. Et enfin, il y a une question fondamentale qui est sur la sécurité d'accès à l'alimentation qui n'est pas traitée par la définition des limites planétaires. Le phosphore a cependant une caractéristique assez étonnante. On connaît, on l'a déjà vu avec le carbone, qu'il peut y avoir une grande différence entre la présence sur Terre, la présence dans des ressources et la présence dans des réserves. Nous avons déjà défini toutes ces différences. Ce que nous n'avons pas vu sur les autres éléments, c'est que presque tout le phosphore sur Terre est dans un pays. Le Maroc concentre 75% des réserves mondiales de phosphate. Pour vous donner une idée de la taille de ces réserves, la production mondiale de phosphate qui est minée est de 220 millions de tonnes par an. Les réserves marocaines et dans le Western Sahara sont de 50 millions. Et à l'échelle, vous voyez les autres pays, dont la Chine, l'Afrique du Sud, mais des ordres de grandeur plus basses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas du phosphore, c'est particulièrement explicite que labelliser en jaune ou en rouge le phosphore par rapport au tableau périodique, donc le considérer comme un élément où il y a une rupture ou un risque de rupture d'approvisionnement. Nous ne sommes pas marocains quand nous parlons. Nous sommes, même si ce n'est pas dit explicitement, situés dans un endroit qui nous fait percevoir la limite phosphore dans l'approvisionnement de ce type-là. Donc, grâce au phosphore, nous voyons que le tableau périodique de Lukemz est situé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a toujours été. Quand nous allons réfléchir sur le lithium, quel droit avons-nous sur un lithium qui est dispersé au Chili et en Australie, mais qui n'est pas en Europe? Il me semble donc que ce cas du phosphore est juste une exaltation de ce décalage entre la possibilité de voir de façon surplombante tous les équilibres mondiaux et puis des nécessités qui sont en réalité, qui parlent d'une personne, qui parlent d'un groupe de personnes, qui parlent ici peut-être d'un groupe politique, l'Europe. La deuxième chose, et celle-ci je m'en suis rendu compte en revenant de la conférence, c'est que, vous l'avez vu, pour le carbone, il y a 4 couleurs qui sont proposées. La 4e, c'est le gris, parce qu'il a été démontré que l'accès aux réserves de carbone est lié avec des enjeux militaires et de guerre, que ce soit pour défendre l'accès ou avoir l'accès, ou bien parce qu'avec de l'argent issu du contrôle de cette ressource, on peut financer des guerres. Donc pour le carbone, c'était assez clair. Mais nous n'avons à aucun moment de cette réunion fait la connexion entre ce qui est considéré un niveau de conflit intense et international dans ce papier des Nations Unies, dans le Sahraoui, le Western Sahara, qui est un territoire reconnu comme non autogéré par les Nations Unies. Je prends ça, bon, il faudrait peut-être mettre plus de pincettes. Mais la connexion entre l'accès au phosphate au Maroc et la guerre des Sahraouis est patente dans plusieurs endroits. Et pourtant, nous n'en avons jamais parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça reboucle avec cette idée de l'ignorance qui a été l'objet de mon dernier cours. Et appuie un élément qui me semble important et qui est de la nécessité de diversité. Diversité, maintenant, ça devient un mot un peu comme parité. Ça semble plus un indicateur à afficher.
Mais ce n'est pas un indicateur à afficher. C'est une nécessité pour adresser les enjeux épistémiques de mauvaise production de connaissances, de mauvais raisonnements, qu'une distribution trop étroite des profils dans des jurys, dans des lieux d'analyse, dans nos laboratoires, fait ressortir. Donc, c'est un point qui donc rappelait cette idée des sciences, quelles sont les limites à la production de la science et quels sont les effets d'un manque de diversité dans nos propres rangs. Mais c'est le moment donc pour moi peut-être d'ouvrir les sciences au savoir. J'ai dû présenter la définition de limite planétaire, la définition d'anthropocène, et mon histoire commençait donc au milieu, vers la fin du XXe siècle. Comment est-ce possible de commencer à penser la soutenabilité à partir de nous, aujourd'hui ? C'est évident que c'est des concepts qui s'étalent sur des histoires bien plus longues. Et la plus lointaine à laquelle je peux penser est l'histoire qui m'a été racontée quand j'ai visité Sydney. Et une guide aborigène m'expliquait que sur la côte à côté de Sydney, une fois que certains mollusques avaient été mangés, le groupe qui avait mangé les mollusques laissait un petit tas, ce qui est appelé les midden. Et ce petit tas était pour indiquer au prochain groupe de manger d'autres mollusques, d'autres poissons. C'est cette connaissance que la Terre a besoin de temps pour se ressourcer. Je commence par les aborigènes parce que l'histoire, c'est le groupe humain avec la plus longue histoire ininterrompue. Mais nous pouvons aller de savoir en sciences du code des forêts allemands du 19e, etc., etc. Et ça ouvre donc sur des questions qui sont liées à les questions de l'importance des savoirs et comment intégrer ces savoirs non académiques dans notre propre construction des connaissances. Un exemple, le principe de 7e génération du peuple qu'on appelle Iroquois, qui s'appelle Haudenosaunee. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du principe de prendre des décisions en se demandant quel va être l'effet de cette décision dans cette génération. Cette pratique doit aussi être mise au regard de certaines de nos productions scientifiques qui, par exemple, parlent de biais cognitifs, de incapacité démontrée dans plusieurs publications que l'homme avec le grand H, cette figure un peu mythique, que l'homme avec le grand H aurait à se projeter dans le futur. Et c'est comme ça qu'on expliquerait aussi, par exemple, des reprises de risques, aller se mettre dans un habitat inondable. Des études croisées neurosciences, mais aussi, par exemple, sociologie, montrent que des fois, les raisons pour lesquelles on va se réhabiter dans des zones inondables, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à penser avec nos neurones au risque, mais c'est plutôt parce que ça coûte moins cher et il y a des raisons matérielles. Donc, c'est un appel. Et c'est un peu le sens de cette histoire, non seulement de faire converger plusieurs sciences vers un même objet, donc une interdisciplinarité, mais de s'ouvrir à des savoirs non académiques et à voir comment ça peut nous aider à limiter une certaine arrogance. Pourquoi est-ce que je parle d'arrogance ? Parce que j'ai beaucoup pensé à une amie aux États-Unis, quand j'ai vu ce papier en 2013 qui démontrait pourquoi les virus du rhume avaient plus de prise en hiver. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à elle ? Parce que son mari, médecin, lui avait dit, déjà, bon, tu es femme de médecin,
tu ne peux pas dire que c'est le froid qui donne un rhume. C'est un virus, il faut que ta culture scientifique soit au moins compatible avec mon métier. J'ai trouvé ça, bon, à part 1000 choses qu'on pourrait discuter sur cette interaction, je vais en discuter une seule. L'arrogance. L'arrogance, en sachant que on dit rhume, on dit prendre froid, on dit cold, on dit raffreddore, on dit resfriado. Dans toutes les langues à laquelle j'ai été exposée, on connaît le lien entre refroidissement. Comment on peut être aussi arrogant? Donc, l'idée non seulement qu'il y a une ignorance de l'ignorance, qu'on doit compléter avec d'autres sciences, avec d'autres savoirs, mais il y a une arrogance de l'ignorance qui fait partie aussi des problèmes à déconstruire. Et la place de ces savoirs à l'intérieur de l'académie et en dehors est probablement un aussi des sujets de réflexion qui va m'occuper dans le chemin que je continue à parcourir. Revenons donc à cette idée du phosphore et faisons un dernier lien. Je vous ai parlé du fait que la limite planétaire s'intéressait qu'à l'aval, qu'il y a tout un pan à analyser en amont, mais qu'il y a aussi un lien avec, par exemple, la sécurité alimentaire qui pourrait rentrer dans ce dessin des limites planétaires. Et vous avez peut-être entendu parler de la donut economy, de cette théorie de l'économiste Kate Raworth qui ajoute au plafond que imposent les limites planétaires un plancher qui serait donné par des exigences sociales autour de la santé, l'éducation, les qualités de genre, etc., etc. Et la critique que ce papier propose est assez intéressante. Et elle rappelle que cette façon de problématiser le problème évite aussi de comprendre d'où viennent ces décalages, semble suggérer qu'il y a un espace limité, mais où, grâce à des politiques adéquates, on peut réussir à se mettre. Mais ce n'est pas en soi suffisant pour réussir à comprendre qu'est-ce qui amène à ces décalages. Et je vais revenir sur ce concept du comprendre. Alors, je voudrais vous proposer un petit interlude de chimie verte parce que j'en ai parlé 2-3 fois, le vert, le greenwashing. En chimie, la définition de chimie verte a une définition assez précise. Elle découle d'un travail qui a été publié en 1998 par Anastase et Warner. Si je vais vite, c'est parce que ce n'est pas nécessaire vraiment de les lire en détail, mais il faut éviter les rejets, il faut concevoir des voies de synthèse moins dangereuses, il faut utiliser des ressources renouvelables. Si nous voulions les résumer, nous pourrions dire que 3 de ces principes invitent à utiliser moins de matière et d'énergie. 5 de ces principes invitent à produire moins de déchets et 4 à prendre moins de risques d'accidents. Voici ce que ça veut dire matériellement, un principe comme réduire la quantité de matière. Il s'agit de la synthèse, d'une des dernières étapes de synthèse de la molécule ici surlignée en jaune, qui est l'ibuprofène. Pour arriver à cette molécule, la synthèse des années 80 impliquait ce genre d'étape où j'ai surligné en bleu les atomes qui sont effectivement intégrés dans la molécule finale et surligné en rouge les molécules qui vont se retrouver dans les déchets. Ça, c'est ce que nous appelons une économie d'atomes particulièrement mauvaise. Et l'amélioration en chimie verte, celle qui réussit à utiliser moins de matière, ajoute directement les 2 atomes d'hydrogène et les 2 atomes de CO grâce au développement de catalyseurs idoines, on en a beaucoup parlé, et peut aller directement vers la molécule finale. Ça, c'est un exemple de chimie verte. Et c'est une des façons qui nous permet d'enseigner à nos élèves comment orienter, comment sélectionner certaines chimies. Maintenant,
je vais vous inviter à un de mes dilemmes de cette année, c'est que j'ai enseigné pendant des années la synthèse de cet herbicide, métolachlore. Pourquoi? Parce que cet herbicide a été synthétisé jusqu'aux années 95 sous 4 formes. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais ce petit zigouigoui ici, méthyle, ça veut dire que le méthyle peut être devant le plan de l'écran ou derrière le plan de l'écran. Et l'autre chose, c'est que ces molécules ici empêchent ce grand groupe de tourner. Et donc, il y a 4 différentes molécules qui ont toutes cette formule. Or, il n'y en a que 2 qui sont actives comme herbicide. Ce sont celles où le méthyle est devant le plan, ici en rouge. Avoir trouvé un catalyseur qui est capable de faire que exactement ces 2 versions, et non pas toutes les 4, a été considéré un succès de la chimie industrielle, répond au principe de la chimie verte. Ça a été appelé dual magnum, ça a été commercialisé en disant vous pouvez en mettre 2 fois moins. Et vous avez sûrement compris la chute, le papier du 20 avril 2023 du Monde qui dit que les principaux usages des désherbants S-métolachlore vont être interdit en France pour l'impact écologique désastreux. Comment puis-je enseigner la chimie verte sur des molécules qui ont un impact aval désastreux? Ce n'est pas un problème évidemment que j'affronte toute seule, et c'est ce lien entre vert, comme je l'ai défini, et soutenabilité. D'ailleurs, un des fondateurs de la chimie verte, Paul Anastase, a publié avec Julie Zimmerman ce nouveau tableau, vous voyez, c'est vraiment un fétiche pour nous, ce tableau périodique des éléments pour la chimie verte et soutenable. Et même s'il a la même forme de celui que nous avons discuté, il contient des principes. Enchâsser au milieu les 12 principes de la chimie verte et coiffés par des principes qu'il considère humanitaires, qui considèrent des objectifs nobles, plus de pauvreté, pas de pollution, etc., etc. Mais me semble-t-il, le défaut de cette approche qui reste louable est justement d'avoir une approche un peu incantatrice qui ne permet pas d'aller attraper les conflits là où ils se trouvent. C'est la même critique qui a été faite aux donuts de Rushworth. Tout le monde l'adopte, elle est invitée au World Economic Forum pour le présenter, mais ce n'est pas la clé du changement. Alors, une autre clé qui est utilisée d'analyse en chimie maintenant, c'est de réussir à mesurer les impacts. On ne va pas juste appliquer les 12 principes de la chimie verte, on va essayer de mesurer les impacts. Vous connaissez l'analyse de cycle de vie, qui est une méthode d'évaluation normalisée permettant de réaliser un bilan environnemental multicritère et multi-étapes d'un système sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est un des rares nouveaux outils que nous avons senti le besoin d'ajouter au parcours d'ingénieur chimiste à CPE. C'est vraiment un outil du XXIe siècle au sens, dans le sens public. Les industries l'avaient utilisé bien avant. Et ça répond aussi à cette invitation du COMETS, du comité d'éthique du CNRS et de bien d'autres, de réussir à mesurer les impacts. Mais je voudrais quand même, dans cette fougue à valider, à demander toujours plus d'analyse de cycle de vie, quand même des points de caution. Premièrement, c'est que souvent, l'analyse de cycle de vie se cantonne à une empreinte CO2. Et comme nous avions vu avec les schémas du GIEC, une empreinte CO2 n'est pas du tout suffisante et peut amener à des futurs bien différents. La deuxième, c'est que l'analyse de cycle de vie est par construction un outil
conservateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mesurer et confronter deux systèmes, un de rupture et un d'amélioration, d'innovation de quelque chose qui a déjà été fortement optimisé, par construction, favorise celui qui est déjà optimisé. Tout ce qui est en rupture est encore un peu branque-ballant, a des inefficacités évidentes. Et en plus, est-ce que j'ai besoin de mentionner les stades neutre carbone de la Coupe au Qatar, qui avait, dans la définition des périmètres, réussi à mettre des leviers plus ou moins justes, plus ou moins honnêtes, qui leur permettaient de vendre une coupe neutre en carbone et une construction neutre en carbone. Pour dire une boutade, ça me rappelle le livre de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, où à un moment, on demande au grand ordinateur quelle est la réponse à la grande question autour de la vie, l'univers et tout. Et après plusieurs calculs, l'ordinateur répond 42. Cette idée qu'on puisse répondre avec un chiffre m'inquiète. Et donc, je vais lire la deuxième phrase du COMETS, qui est non seulement de s'intéresser à la mesure des impacts, mais à cette fin, la constitution des connaissances relatives à ces impacts. Et là, ça ouvre vers les sciences non faites. Mais ça ouvre aussi au fait que les connaissances, comme pouvait dire Dilthey, qui défendait la méthode des sciences humaines, ne sont pas nécessairement pareilles entre sciences physiques et naturelles et sciences humaines. Si les premières s'intéressent à expliquer, les deuxièmes s'intéressent à comprendre. Et c'est ce double maillage de expliquer et comprendre et trouver le sens que, en tant que chimiste plus habitué par formation à expliquer que nécessairement à comprendre le sens des choses, il me semble utile d'explorer. C'est la fin de l'interlude Chimie verte et je pourrais, pour l'instant, je vois cette histoire qu'on a héritée des Lumières dans un moment où la méthode scientifique était une méthode d'affranchissement de certaines formes de domination. Cet héritage-là est en train de nous conduire, on en a parlé avec le doute au quatrième cours, à une hyperspécialisation disciplinaire, à une atomisation des connaissances et, dans mon cas, conduit entre autres à une chimie hors sol, techniquement et dans le sens. Mais ce voyage, cette accélération même de la spécialisation me fait penser un peu à cette idée de « there is no alternative ». Margaret Thatcher qui expliquait bien, c'est le seul système possible. On a un système scientifique et c'est comme ça qu'on doit avancer. Et je voudrais à cette mentalité, je voudrais m'inspirer de l'idée de l'école zapatiste qui, si on pouvait lire ici en exergue, rappelle qu'il y a plusieurs mondes possibles, qu'il y a différents mondes possibles, qu'ils existent déjà. Et donc, fortement s'opposer à la voie unique du TINA. Donc la nécessité de se réinscrire dans le monde, de refabriquer la sensibilité du lien, et c'est là que comprendre la chimie, non pas juste l'expliquer, pourrait permettre de faire ça et d'ouvrir à des chimies possibles. Il est évident que c'est un travail qui s'oppose à des intérêts, qui s'opposent à des dynamiques. Là, j'ai mis l'idée des actifs bloqués des énergies fossiles, on en entend beaucoup parler. Si
on devait arrêter d'utiliser les énergies fossiles, les propriétaires des énergies fossiles maintenant devraient considérer leur asset comme des actifs bloqués qu'ils ne vont jamais récupérer. Vous pouvez imaginer la puissance de la réponse à ce type de possibilités. Mais les actifs bloqués ne sont pas que fossiles. On a des actifs possiblement bloqués dans nos institutions, dans notre façon de faire l'évaluation, dans tous les investissements qui ont été faits. Donc, la création de chimie possible, évidemment, n'est pas juste un vœu pieux et doit aussi penser les contre-actions qu'elle pourrait obtenir. Mais nous n'en sommes pas là. Ce ne sont encore que des fragments, des idées, et je vais un peu vous les présenter en ces derniers quarts d'heure. Évidemment, ce n'est pas Jojo le moment, hein. Les limites planétaires en rouge, une accélération. Mais cette phrase d'Antonio Gramsci, hein, qu'on connaît, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, peut être une source d'inspiration. Mais j'ai trouvé aussi la suite assez intéressante. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas d'une volonté volontariste de répéter les anciens modèles, mais de laboratoires qui puissent remarquer de nouvelles forces et expérimenter de nouvelles formes. Donc c'est cette idée de laboratoire, cette idée d'expérimentation que je voudrais tourner ma volonté et mon optimisme. Bon, est-ce que c'est de la volonté? Est-ce que c'est de la velléité? Est-ce que cette idée de coupler la chimie avec des sciences humaines comme une nécessité pour penser la chimie? J'en ai parlé la première fois à un congrès de chimistes il y a maintenant presque un an, et j'avais choisi cette image, elle me faisait bien rigoler, d'un bateau bricolé, fait par soi-même, où on ne sait pas bien s'il va tenir jusqu'à la rive, comment on a réussi à le faire. Maintenant, je trouve que l'image continue à être assez amusante, mais elle doit sûrement pouvoir contenir plus qu'une personne. C'est un voyage dans lequel je ne m'embarque pas toute seule, et c'est un bateau dans lequel que je ne vais pas faire toute seule. Et qui, par construction, doit pouvoir embarquer des sciences et des savoirs non académiques. Pour citer mon nouveau meilleur ami, je ne le connais pas, j'ai vu que ces conférences. Donc, il rappelait, j'ai trouvé cette image très belle, il rappelait cette idée de couture. Une évolution purement gouvernée par la rationalité des sciences et des techniques séparées de la culture et des valeurs. Un fait central de l'Anthropocène, la couture entre nature et culture n'est pas bonne. La division du monde scientifique, la production de savoirs normés par les disciplines, avait complètement séparé les mondes biophysiques et les mondes sociaux, qui étaient les seuls qui devaient se coltiner la fameuse couture. C'est cette idée d'expliquer et comprendre, coudre ensemble. Donc voici mes laboratoires pour essayer de coudre ensemble la chimie avec mes autres nouveaux centres d'intérêt. Mais avant de pouvoir parler de ça, je veux absolument faire une pause sur quelque chose qui a un peu traversé le 4e cours et qui est le privilège du temps. Ce que je propose ne fait pas l'impasse du fait que nous ne sommes pas tous égaux par rapport au privilège du temps. Vous vous rappelez peut-être la ministre du Travail, me semble-t-il, de la Culture, qui disait qu'il faut prendre du plaisir à aller du travail. Bon, encore faut-il avoir un travail qui donne plaisir, quoi. Ça fait partie d'un luxe. Eh bien, ce privilège du temps aussi est quelque chose d'important et qui est nécessaire pour réussir à faire ces ballons d'essai de laboratoire. Mais je ne m'adresse pas tant aux personnes qui doivent gérer leur propre temps, mais ceux et celles qui gèrent le temps des autres. Ceux et celles entre nous qui écoutent, qui ont la possibilité d'avoir un contrôle sur le temps de quelqu'un d'autre, une étudiante, un collègue. Ça aussi, c'est un ballon qu'on peut libérer et auquel on doit prendre responsabilité.
Invitation à quoi? Vers du transdisciplinaire, vers des savoirs situés, avec une réflexion participative. Si cette idée du privilège du temps et la difficulté à dégager du temps dans le métier de chercheur et de chercheuse vous intéresse, il y a un article que j'ai trouvé bouleversant de Christine Munch, publié en 2022, qui rappelait comment elle donnait des exemples tirés de sa vie personnelle où elle corrigeait les épreuves d'un article juste avant d'être opérée. Parce que son temps disponible par les mécaniques de la recherche était devenu absolument nul. Donc ça, c'est un premier travail à faire, retrouver du temps, recréer du temps si possible pour ceux et celles pour qui c'est possible et le donner aux autres. Donc voilà 9 petits laboratoires. La première a été d'essayer de mettre une réflexion partagée en interne dans l'équipe où je suis. Et pour rappeler la nécessité de pousser les murs et de ralentir et de réfléchir, j'avais entendu une phrase, j'étais à une conférence sur le futur de la chimie verte, qui était bon. On n'est pas sûr que ces idées sont bonnes, mais peut-être, if you're going to fail, fail fast. Si ça ne va pas marcher, fais-le vite. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu la chair de poule, parce qu'on n'a peut-être pas un nombre infini d'échecs devant nous possibles. Cette idée que les échecs peuvent être infinis, c'est encore une façon extractiviste hors sol de considérer le risque. Et évidemment, si j'ai mis « the limits of failure », c'est en écho aux « limits de growth » du rapport Meadows de 1972, que sûrement beaucoup connaissent, mais si par hasard quelqu'un ne l'a pas encore vu, je voudrais juste rappeler que ce rapport Meadows s'intéressait à modéliser jusqu'à 2100 les ressources, l'accès à l'alimentation, la population, la production industrielle et la pollution, et que différentes modélisations étaient possibles, dont celle du développement durable, mais que celle qui, 30 ans après, s'aligne le plus avec les prédictions est celle d'une chute catastrophique de certains de ces paramètres dans un temps assez rapproché. Donc, les limits to failure me semblent quand même être en écho avec cette idée des limits to growth. De quoi s'agit-il dans ce premier réflexion partagée en interne? J'ai parlé avec des collègues. Et comment on va s'appeler? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de banaliser les lundis matins. C'est tout simple. On va se retrouver sans réunion, sans autre chose à faire que de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à ça. Et on se donne les lundis jusqu'en janvier. Si ça a donné quelque chose, en janvier, on le présente au reste de l'Institut, on va voir si on arrive à monter. Bon, le groupe s'appelle, comment est-ce qu'on s'appelle? Low-tech, mais on n'est pas sûr que c'est low-tech, convivial, Illich, mais convivial, on a l'impression qu'on boit que des cafés, robuste, local. Moi, j'avais mes idées, on va appeler ça une approche orthogonale. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi une approche orthogonale? J'avais adoré en maths ce mécanisme de l'orthogonalisation. Qu'est-ce que c'est? Quand vous avez une droite, et donc vous êtes limité sur une dimension, la meilleure façon, la plus facile mathématiquement de créer un plan, c'est de trouver une autre droite qui est exactement à 90 degrés, qui est orthogonale. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est une ouverture des possibles sans nécessairement se positionner sur ce plan. Est-ce qu'on va être industriel, étatique? Est-ce qu'on va être complètement délocalisé? Est-ce que ça va être une solution comme ci ou comme ça pour enrayer ce modèle unique qui est en train de nous entraîner? Mais l'orthogonalisation, c'est juste un procédé mathématique. Quels sont les directives sur lesquelles, les rails sur lesquels nous sommes? Nous allons à 90 degrés. Sans se poser si c'est juste ou si c'est pas juste, c'est une action mathématique. Donc, moi, j'aime beaucoup comme idée, ils m'ont dit c'est un peu bizarre. Donc, pour l'instant, on s'appelle cathocène, catalyse anthropocène, un peu mélangé des deux, pas mal. Bon. Mais surtout, libérer du temps.
Ce que je vais essayer de partager avec eux, c'est une des conclusions, une des idées qui émergent de ce travail de construction du cours, c'est que l'accélération que nous avons vue avec la catalyse, les conditions de la chimie hors sol qui sont revenues à travers les réactifs, à travers la taille toujours plus petite, la capacité à la scalabilité et aussi ce qui nous structure mentalement, l'idée qu'une molécule a une fonction et que cette fonction, elle existe déconnectée du système autour. Ce qui est vrai et faux. Est-ce que vous savez quelle est, m'a dit une collègue et une amie médecin, psychiatre, quelle est la pratique de psychiatrie qui est la plus efficace? Eh bien, c'est celle dans laquelle le praticien ou la praticienne croit le plus. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire qu'il n'y a pas une molécule qui a une action, c'est une molécule prise dans un contexte qui doit être réfléchie par la chimie. Donc, les sciences chimiques, accélération, conditions hors sol, scalabilité, déconnexion, sont compatibles avec les puissantes dynamiques anthropocènes, peut-être comme un hôte et un virus. Je rappelle que la catalyse était peut-être à la base de la vie au début, ce n'est pas une question de bien ou de mal, mais c'est que ces propriétés d'accélération, de hors-sol, de scalabilité, de déconnexion, en plus la compatibilité par exemple avec des économies de marché, on produit des biens, et on produit des biens qui font bien. On produit la santé, on produit des fertilisants qui peuvent augmenter la population, on crée nos propres marchés. Donc, que cette hôte ait été tellement acceptable et tellement compatible avec l'anthropocène, que ce soit fossile ou que ce soit même dans les énergies renouvelables, est peut-être quelque chose à réfléchir. On en parlera les lundis, d'ici décembre. Je ne sais pas si ça va nous aider à réfléchir, à avancer, à trouver cette orthogonalisation. Deuxième, tenter les collaborations interdisciplinaires. On a eu la chance de réussir à obtenir un financement par l'Institut de chimie du CNRS qui finance l'interdisciplinarité. Donc un historien, Samir Boumediene, va venir au laboratoire pour travailler sa question qui est la question des substitutions énergétiques. Donc des définitions d'énergie qui permettent la navette entre les gestes pré-révolution industrielle et les gestes actuels des substituts chimiques, que ce soit l'herbicide ou que ce soit les fertilisants. Et ça, ce n'est pas un historien qui étudie la chimie, c'est un travail conjoint de définition d'énergie qui puisse faire cette navette sur les siècles. Le troisième projet est un guide à l'attention des collègues chercheurs et chercheuses, sciences et savoir situés. Si quelqu'un est intéressé, prise de contact plus que bienvenue. On est déjà quand même chimiste, physicien, sciences du vivant, histoire, sociologie du numérique, anthropologie, féminisme. Et peut-être vous reconnaissez, si vous êtes allé sur le site de l'école urbaine, vous reconnaissez ce séminaire qu'on a co-construit avec Cédric Duroux, Nancy Moreno, Anna Stark, October Octopus, qui aidait donc l'école urbaine et l'université de Lyon à faire ce séminaire, la science située, valeurs politiques de la démarche scientifique. Et ça a été très fécond d'amener des regards croisés de plusieurs sciences. Le quatrième, c'est l'article de perspective, ça c'est tout le premier cours, vous vous en souvenez, partir de l'idée, la démontrer qu'il n'y a pas un scientifique hors sol, mais qu'on utilise notre connaissance scientifique pour piloter l'interprétation des données en fonction à l'adéquation de nos groupes politiques, qu'on peut s'intéresser s'inspirer de Donna Haraway et de la perspective partielle, couplée
avec l'importance des imaginaires et des projections pour façonner le futur, que ce soit le changer ou le corseter, mais en tous les cas, les imaginaires sont puissants, ce qui a donné Marou des chimies situées l'invitation à choisir quelle chimie on veut mettre en place et à partir de là, remonter la chaîne technique ou descendre dans cette hyperspécialisation. Cet éditorial, il a un écho avec la communauté, devrait porter un numéro spécial de revue où il y aura des articles de chimie, mais aussi des entretiens avec les auteurs. Comment et pourquoi avoir choisi les sujets de recherche situés? Vous vous souvenez, le lithium avec le peuple mapuche, ou bien ce que je vous avais montré sur le procédé de métallurgie bas carbone compatible avec les principes d'Ivan Illich. Des entretiens pour comprendre, donc expliquer et comprendre, et aussi des articles transdisciplinaires avec des philosophes, avec des géographes, avec des économistes de la théorie des jeux. Je vous ai donné quelques exemples de qu'est-ce que pourrait être ce contenu interdisciplinaire qui rentre dans ce cadre, dans ces trous des chimies situées. Petite parenthèse sur Paul Crutzen et son article de la géologie de l'être humain de 2002. Je tenais à vous lire quand même que la fin de cet article, hein, comme souligne justement Polémos décroissance ici, c'est que Crutzen est situé lui aussi dans cette roue. Quand à la fin de son article, il dit que probablement il sera nécessaire d'avoir des solutions de géo-ingénierie à très grande échelle pour optimiser le climat, il est clairement en train de se mettre dans l'idée d'être lui-même une force de la nature ou de penser la science comme une force de la nature. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Ce n'est pas parce qu'on a la même analyse qu'on a qu'on comprend de la même façon, qu'on fait sens de la même façon, et donc on va produire les mêmes chimies ou les mêmes solutions. Une publication écrite à plusieurs, sortie de l'école où on avait invité historiens, que l'école urbaine avait beaucoup aidé, et ça a été un super laboratoire. Ça a été un laboratoire non seulement de réflexion, mais de pratique. C'est la première fois, dans un contexte professionnel, avec une trentaine de chercheurs qui vont de doctorants jusqu'à chercheurs à quelques années de la retraite, nous avons mis en place des méthodes de dialogue qu'on considérait horizontales. Par exemple, c'était les gestes que j'ai retrouvés dans des assemblées qui pratiquent les gestes de la non-violence en milieu professionnel. Ça aussi, c'est un laboratoire sur choisir de ne pas avoir d'auteurs correspondants. On sera tous auteurs et correspondantes à la même échelle. Choisir dans un papier qui est fondamentalement de chimie, en deuxième paragraphe de l'introduction, de nous situer, de dire qui nous sommes, d'où nous parlons. Donc d'intégrer des dynamiques qui ne font pas partie de notre ADN spécifiquement. Vous avez déjà vu certains de ces exemples, et je remercie beaucoup la philosophe et l'historien, ils se reconnaîtront, je les ai déjà nommés, qui ont contribué à ce groupe. Un atelier. Là, le temps défile, mais je sens que ça pourrait être un truc super organisé. Question récurrente que nous prenons en tant que chimistes quand on construit cette transition énergétique, mais les petites électrodes là, avec un petit panneau solaire, photovoltaïque, mais est-ce que vraiment on peut se passer de l'économie d'échelle? Ce mur indépassable de l'économie d'échelle. Eh bien, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 économies d'échelle et que ces économies d'échelle sont définies par un coefficient d'élasticité d'échelle qui peut être égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on produit, le gain reste toujours le même.
hein, si on imagine que ça, c'est le gain. Il y a des économies d'échelle négatives. À partir d'un certain moment, ça coûte toujours plus cher. Et des économies d'échelle positives. Déjà, quand on parle économie d'échelle, normalement, on ne pense que élasticité majeure de 1. Parlez avec des économistes qui nous parlent de ces epsilon, c'est ça l'élasticité, égal à 1, majeur de 1, milieu de 1, que les 3 existent, que les 3 sont possibles en industrie. Ça déjà, peut-être ça peut ouvrir. Comment ça lie avec mon histoire? Ça lie avec mon histoire que la thermochimie est une chimie qui produit en fonction du volume du réacteur, mais qui consomme de l'énergie en fonction de sa surface. Et ce décalage entre surface et volume pourrait expliquer pourquoi il y a un tel grossissement des tailles des réacteurs, par exemple, et pourquoi il peut y avoir une centralisation de la production. Parce que plus c'est grand, plus la différence entre volume et surface devient grande. Donc on est mécaniquement dans une économie d'échelle positive par rapport aux calories consommées. En revanche, quand on va vers le photo ou vers l'électro, il y a une électrode. Et là, la production est proportionnelle à la surface. Donc on casse cette économie d'échelle. Mettre en lien ces réflexions en termes d'énergie, cette réflexion en termes d'économie, la réflexion en termes de géographie et l'urbanocène et toutes les dynamiques de concentration urbaine, d'où vient-elle? Sont-elles en écho avec ça? Les mettre en écho avec un philosophe, une philosophe, je pense à Stenger qui a parlé de non-scalabilité, ben moi, la journée comme ça, je m'inscris. Je vais voir ce que ça produit. Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de penser à amener ensemble sur un problème pris de façon interdisciplinaire? 8e, le cours, j'ai 1 minute, ça c'est un cours. Bon, ça ne sera pas pour la rentrée, ça sera peut-être 2024, mais on en a déjà parlé, ce tableau périodique, c'est le tableau périodique de l'ontologie. Les éléments sont pareils au Chili, sur ma table quand j'étudie, au Parlement européen, en Australie, c'est le même tableau périodique. On a évacué toute différence. Et je vous ai amené un livre qui est un livre sur les atomes, une exploration visuelle de tous les éléments connus dans l'univers. Et vous voyez par exemple le lithium, ce que vous voyez ici, c'est du métal. Le lithium tel qu'il est écrit ici, non pas dans les lacs d'Atacama, non pas dans les mines telles qu'on l'utilise vraiment, mais déjà tout habillé de métal, tout raffiné. Et ça m'a fait penser à l'étonnement quand on m'a expliqué, j'ai cherché l'anthropologue, j'ai pas le nom, quand j'ai lu que cet anthropologue expliquait qu'Athéna était née tout habillée et tout armée de la tête de Zeus parce que c'était un reliquat dans la construction du mythe de l'existence de sociétés pré-helléniques matriarcales. Et que dans la création du mythe, il fallait composer avec cette puissance. Donc, mettre quelque chose de déjà transformé est aussi l'indication d'une évacuation ou d'une prise en compte de lutte de pouvoir. Lutte de pouvoir au temps d'Athéna, parce que ces sociétés matriarcales avaient une grande importance au terme de déesses et de pratiques culturelles. On ne pouvait pas juste les évacuer où il y avait Zeus qui arrivait tout seul. Il fallait composer avec cette force. Eh bien, il me semble que là aussi, on est en train de voir une Athéna tout habillée, le lithium déjà tout purifié. Mais on évacue tout ce qui se passe avant. On enlève le champ du politique. Le cours que je voudrais faire est une chimie politique des éléments qui s'inscrit d'où ils viennent,
comment ils sont transformés, quel est l'effet sur les limites planétaires, quels sont tout ce discours qu'on a essayé de faire. Et je crois que ça aussi, ça aide à reconnecter le chimiste sur Terre, à repenser aux conséquences. Donc on pourrait faire avec le carbone, on l'a vu, avec le lithium, avec l'azote, avec le phosphore, avec tous ces discours entre la réalité matérielle de ces éléments et ce que pourrait laisser penser un tableau périodique ontologique. Et le dernier, là, j'ai vu ses yeux en vrai hier à la place Bahadourian où j'habite. C'est une voisine. Et je lui ai dit, tu sais, je vais parler de toi demain dans mon cours. Parce que le projet qui est venu, cette orthogonalisation, qu'est-ce que je peux faire qui est différent, qui me reconnecte avec mon monde? Comment est-ce que je peux voir que les savoirs que j'ai appris depuis 30 ans sont opérants? Et pour ce faire, je suis allée chez une autre voisine et je lui ai dit, mais ça te parle, cette idée d'utiliser ma chimie, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les questions? Et bien, on a eu une réunion récemment avec l'association La Place du Pont, le Centre social Bonnefoy et le Conseil citoyen à Moncey-Voltaire-Guillotière, qu'on voudrait créer des îlots de fraîcheur dans notre quartier pour les aînés. Ben, bingo! Je travaille à des matériaux isolants, je suis tout le temps sur les pronostics à 4 degrés, sur la silice qui capte. Est-ce que ce que j'ai appris, ce que je fais dans le laboratoire, peut servir dans ces conditions-là? Et là, c'est un plaisir de reprendre avec un usage que j'avais, d'aller dans des réunions d'associations. Mais jusqu'à avant, je le faisais en cachette. Ces deux parties de moi ont toujours existé, la chimiste et celle qui est plus engagée dans son quartier, mais elles se fréquentaient en secret. Eh bien, comme j'ai dit à quelqu'un ici, construire l'école transdisciplinaire a été pour moi comme un mariage, a été la possibilité de recomposer ces deux composantes de moi et de dire nous sommes ensemble. Et quand je parle du projet Chimie Située, je suis en train de parler de moi. Je suis en train de dire que moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure chimiste et une personne qui, politiquement, arrive à faire construire le monde qu'elle voudrait. Et voilà, ça c'est le dernier transparent où je voudrais vous présenter Eduardo Lalo Loaz Vazquez, qui est un agronome phylotechnicien mexicain que j'ai connu grâce à Maria Grace, pour ceux et celles qui la connaissent, parce que je cherchais d'autres façons de faire de la chimie. Et lui, il s'occupe de phytochimie. Et la rencontre par Internet récente a été assez marquante. Avec sa permission, j'ai mis quelques mots de présentation pour expliquer ce que nous appellerions bifurcation, mais qui n'est pas vraiment une bifurcation. C'est un peu la différence entre expatrié et émigré. C'est la différence entre choisir à partir d'un point de privilège de quitter et ne pas réussir à rentrer dans le monde académique. Mais Eduardo a réussi à faire de ce rejet qu'il vit aussi comme sa blessure coloniale une source d'inspiration, et il a fait ce projet de Casa Huevo, je vous ferai lire, et il me rappelle le sens de plénitude qu'il arrive à vivre dans sa groupe indigène Chatino dans la Costa de Oaxaca au Mexique. Eh bien, cette plénitude de se remettre en connexion avec le politique, de se remettre en connexion avec son propre projet de valeur pendant son travail est une sensation de joie que j'avais envie de partager avec vous et que je voudrais vous souhaiter. Je remercie les personnes qui ont déjà défilé. Cette fois, je mets à l'honneur mon laboratoire, l'IRSE Lyon, sa directrice, Catherine Pinel,
les chefs d'équipe où je suis, David Faruseng et Yves Schurman, et mes deux collègues avec qui je mange, on discute beaucoup, Jérôme Canivet et Emmanuel Landrivon, et on travaille ensemble, avec qui on va faire ce Catocène. Sans Catherine. On va voir ce que ça donne. La Mutis, je vous en ai parlé. Évidemment, l'école urbaine et cité anthropocène, c'est un moment très important pour moi. Le KEMS, qui a fait tout le travail sur le tableau périodique. Et je viens de me rendre compte qu'on avait impulsé ce travail de réflexion sur le carbone avec une pétition, avec des méthodes qui ne datent pas normalement du professionnel, mais c'est une pétition signée par mes collègues ici, je les remercie, en particulier Vincent Artero, qu'on a envoyée à l'UQEMS et qui a trouvé résonance et qui a trouvé qui est déplié de façon qui me semble vraiment nourrissante pour moi. Je n'oublie pas ceux que j'ai déjà remerciés au début, vous les retrouverez, en particulier l'école Catenerkem, ceux que j'ai remerciés au 3e cours, ceux que j'ai remerciés au 4e cours, et donc j'associe ceux où je suis maintenant et vous pour votre attention.